Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature japonaise, avec La Parfaite Lumière d'Eiji Yoshikawa, qui est la deuxième partie en fait d'un unique roman du nom de Musashi. C'est la suite de La Pierre et le Sabre en français. C'est traduit du japonais semble-t-il, mais j'ai eu des échos différents par Léo Dillet. Bon là je me fie à ce que dit la couverture. C'était publié initialement aux éditions Ballant, puis repris en poche chez J'ai lu. Le roman feuilleton avait été publié au Japon dans un journal entre 1935 et 1939. Et ensuite, il y a eu des éditions diverses en 71, 80, 83, 86. L'impression de ce deuxième volume français date de 2018 et ça fait 697 pages. Avec beaucoup de retard, je reviens sur le roman Musashi de Yoshikawa Eiji avec son second volume intitulé La Parfaite Lumière. Une chronique que j'ai trop longtemps différée parce que je n'étais pas bien sûr de comment m'y prendre. C'est que La Parfaite Lumière n'est donc pas un roman indépendant, mais un demi-roman, un peu plus court, façon de parler, 700 pages quand même, que La Pierre et le Sabre, mais forcément dans la continuité de ce volume précédent. Dès lors, la majeure partie des aspects que j'avais évoqués en traitant de La Pierre et le Sabre demeurent, je suppose, appropriés en ce qui concerne La Parfaite Lumière, et reprendre tout ça ne constituerait qu'une redondance un peu vaine, encore que le ton diffère un peu, voire plus, et j'y reviendrai. Et de même que pour ce qui est de La Pierre et le Sabre, La Parfaite Lumière est un livre impératif au résumé. Yoshikawa Eiji a conçu un roman feuilleton riche en rebondissements et en ruptures, en même temps que l'histoire narrée se montre très dense. Suivre à la trace les personnages et livrer dans une chronique le détail de leurs errances n'aurait tout simplement aucun sens. Donnons simplement quelques grandes lignes. Au début de ce second volume, Musashi d'une part, Otsu et Jotaro d'autre part viennent tout juste de se séparer une fois de plus, ceci alors même qu'ils ont peu ou prou la même destination en tête, Edo, futur Tokyo, capitale shogunale à peine jaillie des marais et qui croît alors très vite, à l'aube de cette époque que l'on qualifiera justement plus tard d'Edo. Musashi a mûri, s'il demeure quelque peu inconstant. Il a acquis suffisamment de sagesse, s'il y a encore un long chemin à parcourir, pour ressentir le besoin d'enseigner ce qu'il a appris à d'autres. S'il n'a finalement guère fait office de maître pour Jotaro, il s'applique davantage à la tâche auprès d'un enfant orphelin du nom de Yori, qui ressemble à vrai dire pas mal à Jotaro dans ses manières et son enthousiasme. Mais Musashi demeure indécis quant à son avenir. N'est-il pas temps pour lui de se placer auprès d'un seigneur, d'acquérir une position ? Cela a-t-il seulement un sens de continuer à parcourir le Japon tel un Ronin pour livrer toujours plus de combats qui lui vaudront toujours plus de haine ? À vrai dire, celles déjà acquises lui mettent justement des bâtons dans les 5 roues à chaque fois qu'un office lui est proposé. Mais oui, on lui en propose, car si nombreux sont ceux qui haïssent Musashi, presque aussi nombreux sont ceux qui admirent le talentueux jeune homme. Il a cela dit sa némésis, l'arrogant mais non moins talentueux Sasaki Kojiro, qui se répand en calomnie à son sujet. Nous le savions depuis longtemps, ce roman fleuve ne pouvait s'achever que sur un ultime duel entre les deux brillants sabreurs, et c'est bien le cas. La destination est connue, mais l'itinéraire indécis, avec bien des virages, des hésitations, des moyens divers et variés de différer l'inéluctable. Rien d'aussi étonnant au fond pour qui suit la voie du sabre, c'est bien le voyage qui compte. Un principe qui vaut pour les autres personnages du roman. Jotaro, qui, loin de Musashi, développe de mauvaises fréquentations. Otsu, pris frustré dans son amour, qui connaît bien des épreuves, mais au moins autant de périodes de répit auprès de personnages fondamentalement bons, si son obsession pour Musashi se part d'un tour tragique. Matahachi en quête de rédemption et qui dispose en lui du potentiel pour devenir enfin un honnête homme, mais que la colère, la jalousie et le dépit poussent plus qu'à leur tour aux décisions les plus désastreuses. Osugi, toujours aussi pathologiquement acharné à la perte de Musashi et d'Otsu. Takuan, le sage, est forcément plus qu'il n'en a l'air. Akemi, qui subit les pires épreuves et adopte en conséquence un comportement qui n'arrange rien. Et quantité d'autres, samouraïs à l'honneur sensible, artisans et bourgeois acteurs d'un monde qui change rapidement, grands seigneurs et voyous qui exercent un même pouvoir, sages qui se cachent sous la façade de commerçants, et moines beaucoup moins sages et toujours portés à faire la démonstration mesquine de leur mesquin talent. Mais le ton diffère donc par rapport à La Pierre et le Sabre, justement parce que Musashi a mûri et d'une certaine manière les autres personnages aussi. Ce qui n'est pas si étonnant. Une douzaine d'années après tout s'écoule entre la bataille de Sekigahara, qui marquait le début traumatisant de La Pierre et le Sabre, et le duel entre Musashi et Sasaki Kojiro qui conclut La Parfaite Lumière. Musashi et Otsu étaient pour ainsi dire des adolescents au début du roman, mais ils sont à la fin des adultes, avec des préoccupations d'adultes.
et peut-être plus sensible au fait que la mort est au bout du chemin en fin de compte, mais aussi plus disposé à l'accepter sereinement, dans la voie du samouraï encore à définir, mais tout autant dans la voie que parcourent, qu'ils le veuillent ou non, tous les hommes, toutes les femmes. Matahachi, de manière finalement assez logique, se réalisera quant à lui en époux et père, le concept même du personnage y incitait, je suppose. Quant aux enfants, Jotaro mais aussi Yori, ils grandissent à leur tour. Il reste et surtout le premier des trublions dont la spontanéité est rafraîchissante, mais leur insouciance initiale s'amenuise peu à peu, comme il se doit, même si l'on pourrait le regretter. Et tout cela affecte le ton du roman. La parfaite lumière se montre du coup moins drôle et léger que La pierre et le sabre. Il se montre en même temps plus grave, plus solennel parfois, car on y traite de l'expérience acquise avec l'âge et de la sagesse qui s'y est mieux acquis à un temps soit peu vécu qu'à celui qui part sur les routes à l'aventure. Par chance, Yoshikawa Eiji sait évoquer ces sujets avec habileté et ne se montre finalement jamais sentencieux. La spiritualité du traité des cinq roues imprègne forcément le roman, mais l'auteur a le bon goût, si rare, de ne pas faire dans la mystique à dissous et la fausse sagesse lourdement démonstrative, un écueil communément associé à ce genre de récit. Et cela tient énormément au personnage de Musashi. Après tout, s'il a mûri, il est encore bien loin de la perfection du titre. Il doute, il erre, il commet des erreurs, son ego le travaille, et il demeure fondamentalement inconstant, changeant plus souvent de disciple que de vêtements, et toujours aussi lâche face aux femmes, plus que jamais quand il s'agit d'Otsu. Il n'inspire pas toujours la sympathie, et s'il ne se montre jamais maléfique, bien au contraire, il est un héros incomparablement plus que dans La pierre et le sabre, et il fait preuve ici de dévouement pour les humbles, des petits paysans pourtant portés à le railler notamment. Eh bien, il n'est pas exempt par moments d'un certain ridicule, peut-être parce qu'il en a conscience d'une certaine manière d'être un personnage qu'il s'est bâti lui-même. Et ces errances caractérisent bien sûr tous les personnages où peu s'en faut, et jusqu'au plus monolithique d'entre eux, l'acharné Osugi. Une vieille dame aussi peut mûrir après tout, ce qui a quelque chose d'un soulagement, dois-je dire. Du fait de ce ton plus grave, La parfaite lumière ne m'a pas aussi systématiquement emballé que La pierre et le sabre. Cette première partie, dont l'humour et la légèreté, m'avait très agréablement surpris. Mais il faut relativiser. La pierre et le sabre avait probablement constitué ma lecture préférée de 2018. Quand je dis que La parfaite lumière m'a paru un cran en dessous, pour des raisons tenant à ma sensibilité personnelle, cela ne revient certainement pas à en faire un roman mauvais ou même médiocre. La parfaite lumière demeure un excellent livre. Et l'ensemble constitue une fresque fascinante. Oui, décidément un modèle de roman feuilleton et une lecture chaudement recommandée.